Bonsoir, Dr. Éric Dudoit. Vous venez de publier un livre aux éditions Le Passe-Monde qui s'intitule « La porte à franchir, témoignage d'un passeur ». Pourriez-vous un peu me parler de vous? Ma vie a été toute simple en Europe, en France, où j'ai grandi, où j'ai cherché. J'ai commencé par des études de théologie et après j'ai fait une petite excursion en ethnologie religieuse où j'ai eu une licence. Et puis après j'ai fait psychopathologie parce qu'un ami m'avait dit peut-être c'est bien de faire autre chose que de vendre des pizzas, donc je suis allé. Et depuis toujours, ce qui m'a toujours intéressé, c'était cette question-là, comment on passe de vie à trépas. Et c'est ce qui a animé toute ma vie. Et puis, quel a été votre cheminement par la suite? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Et qu'est-ce que vous faites présentement comme psychologue, je crois? J'ai travaillé au service d'oncologie médicale et de soins palliatifs, du service du professeur Favre, puis après du professeur Florence Dufaux, qui est une amie. Et depuis une vingtaine d'années maintenant, où j'enseigne à la faculté de médecine, à la faculté de psychologie. À Aix? À Aix, à Marseille, et où je promeus des recherches à la fois au niveau psychologie clinique, psychopathologique et psychologie sociale de la santé. Ce qui m'a toujours animé, c'est d'être au plus près de cette question-là de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on passe de vie à trépas. Et j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j'ai rencontré des êtres qui m'ont puissamment aidé. Que ce soit des êtres que j'ai rencontrés physiquement, comme Martine Ancelin, qui est devenue Martine Ancelin Dudoit, que ce soit quelqu'un comme Daniel Meroy, que j'ai lu quand j'avais 13 ans, et qui a permis à ce que je continue à travailler vraiment à l'intérieur de moi, toutes ces choses-là. J'ai rencontré des gens comme Eliane Lheureux, qui m'a permis de comprendre l'alliance qu'il peut y avoir entre le corps. Avec laquelle vous avez coécrit Ces œils aimés qui nous parlent. Oui, et qui a donné vraiment un grand plus avec Régine Janengro, qui a un double doctorat de biologie, et qui était directeur au CNRS, avec qui j'ai animé des sessions mindfulness. Et toutes ces choses-là m'ont amené à développer une clinique qui est, mes confrères diraient, pas très orthodoxe. La clinique de l'esprit. La clinique de l'esprit. Le but de ma vie, c'était d'aimer et de comprendre qu'est-ce qui se passait vraiment quand on partait. Et est-ce que c'était vraiment triste? Est-ce qu'il fallait qu'on s'effondre? Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière ou pas? Et je dois dire que bon, j'ai lu comme tout un chacun, j'ai travaillé comme tout un chacun, à la fois des articles scientifiques et la mystique. J'aime de façon très très forte quelqu'un comme Maître Eckhart, Giordano Bruno, ou même des modernes, mais comme Jean Varela ou autres. Mais quand les premiers temps où j'ai accompagné des personnes et que je me suis rendu compte que par rêve, au départ c'était des rêves, je ne pensais pas que c'était autre chose, je pouvais parler avec elles. J'étais très étonné, j'en parlais. Par rêve de vous? C'était très étrange en fait. J'allais les voir dans la chambre, je rentrais dans mon bureau. Des fois j'étais très triste parce que je ne peux pas concevoir une clinique sans aimer les gens. Donc ceux que je rencontre, j'aime. Je les aime. J'aime même leur mauvaise odeur parce qu'ils y peuvent rien. Et puis une mauvaise odeur, ça peut être une odeur divine ailleurs. Et il m'est arrivé à l'époque, je fumais, il m'est arrivé de fumer une cigarette en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Et quand j'épuisais mon moi, quand mon moi n'avait plus de questions, il n'avait plus rien à commenter tellement il avait été, il se passait des choses extrêmement belles. Au début, je les ai interprétées comme des rêves, comme des choses pour me faire du bien. À l'époque, j'étais en psychanalyse, donc mon analyste me disait c'est des rêves du doigt. Ce en quoi il a raison, c'est des rêves. Mais je crois que maintenant, je prends la pleine mesure de ce qu'on appelle le rêve. Et de ce que Freud disait, le rêve est la porte de l'inconscient.
Oui, il y a peut-être une différence, hein? Il y a divers degrés de rêve. de rêve. Et là, à l'heure actuelle, dans ce livre, je témoigne d'une clinique où je sais que je ne rêve pas, où je sais que je vis et que je rencontre des gens que je ne devrais pas rencontrer, puisqu'ils n'ont plus conscience, avec qui je peux dialoguer, avec qui je peux parler. Ce ne sont pas des choses extraordinaires, je n'ai pas de révélation à apporter, mais juste sur le plan clinique, des petites questions. Est-ce qu'il faut pousser ou pas pousser la morphine? Est-ce qu'il faut s'affoler, appeler un tel ou pas? Et je dois dire que pour ma part, ce sont tous ces gens-là que je remercie. C'est eux qui m'ont donné la force et surtout qui m'ont permis de penser que la croyance sert à rien. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'ils vous donnent ces gens-là? Qu'est-ce qui vous pousse à écrire justement sur vos expériences cliniques? Parce que finalement, dans la porte à franchir, c'est vos expériences de passeur d'âme, parce que vous êtes un passeur d'âme, vous n'êtes pas simplement, je dis simplement non, d'une façon un peu docteur en psychologie, vous êtes quand même quelqu'un qui va plus loin encore. Ces gens-là m'ont appris qu'être docteur ou pas docteur, ça posait aucun souci pour eux. Simplement, il fallait être suffisamment soi. Alors, soi, c'est pas moi. Je fais une distinction entre le moi d'Éric Dudoit, avec son commentaire absolu, etc., et le soi. Quand je les rencontre, j'essaye d'être le plus possible dans le soi. Et quand je suis dans le soi, je suis hors de tous mes commentaires, vous savez, de ce que fait la cervelle, de jugement, etc., ou d'a priori qu'elle puisse avoir. Et là, je rencontre la vie. Et là, il me demande simplement de dire. Et c'est vrai que j'ai des patients qui m'ont dit, notamment Lucille, qui m'a dit « Allez, va, dis ». Donc, ce dont je rends témoin. Lucille, vous en parlez dans votre livre « La porte à franchir ». C'est un des cas que vous relatez. Oui, c'est une jeune femme qui m'a bouleversé, mais elle était extraordinaire. Elle m'a poussé à devenir ce que je suis, comme d'autres, tout le temps. Et à me dire, mais il y a autre chose à dire au monde. Et ce qu'il y a à dire au monde, c'est que la mort, c'est un moment qui peut être délicat, comme le moment de passer d'une pièce à une autre. Quand on aime quelqu'un, on n'aime pas que l'autre soit dans une autre pièce. Mais c'est pas plus que ça. Et que d'une pièce à une autre, on peut s'inventer des moyens pour parler. Mais que d'une pièce à une autre, il ne faut pas oublier que quand je suis dans la cuisine, c'est parce que j'ai quelque chose à y faire. Je ne suis pas dans la salle de bain. Et donc, pour nous, les humains qui sommes sur cette terre, on n'a peut-être pas besoin de sans arrêt demander aux gens qui sont ailleurs de vouloir rentrer en contact avec nous. Ils ont autre chose à faire. Et ce que j'ai appris, c'est l'immense amour qu'ont ces gens-là. Ont-ils peur? Oui. Et vous, avez-vous peur? Je partage ça avec eux. Et avec eux, je travaille ça. Et j'apprends à ne plus avoir peur. Et ensemble, on trouve des stratégies. Et comme des enfants, je ne peux pas dire mieux. C'est des stratégies d'enfants pour ne pas avoir peur. Et on y arrive. Je pense que le pire des poisons pour l'être humain lorsqu'il meurt, c'est d'avoir peur. Et en cela, je suis extrêmement chagriné de voir les théories qui sont dans notre monde, où on nous dit c'est une rupture radicale, il faut accepter la mort, il n'y a plus rien derrière, etc. L'âme n'existe pas. Oui. C'est triste ça. C'est un non-sens pour moi. J'arrive pas à comprendre comment on puisse enseigner la psychopathologie et la psychologie clinique sans la notion d'âme. Elle est sous-jacente. Même Freud et tous les psychanalystes, tant pis s'ils me jettent des pierres, mais s'ils lisent vraiment les lettres de Freud et de Fliess, s'ils lisent ce que Freud a écrit à Jung, etc., ils comprendront que l'âme, animus corpus ou animus spiritus, c'est un fait. C'est pas un concept, c'est un fait. Nous ne sommes pas un corps, nous sommes une âme. Assurément.
nous sommes une âme. En médecine, on préfère dire un esprit. La médecine est jolie, mais un peu perdue dans le sens où elle oublie la notion de sarx, de chair. La médecine pense, et la psychopathologie aussi, que le monde est divisé en deux. En fait, depuis Descartes, on a perdu l'esprit, on est devenu fou. Ça, c'est un peu la faute de notre Descartes adoré. On a séparé l'homme en l'âme, animus, et le corps, soma. Or, dans l'évangile de Jean, par exemple, on ne nous parle pas ni du soma, ni de l'âme. On nous parle de sarx, la chair. Et ça, c'est quelque chose, même dans ma thèse, qui m'a vraiment interrogé. Qu'est-ce que c'est que sarx? Eh bien, sarx, c'est le soma habité. Habité, c'est un terme, en grec, on dirait ethos, avec un eta ou un upsilon. Et c'est la même terminologie, le même sens que habiter, habitat, habitus, habit, qui veut dire éthique. Et donc en fait, si le corps n'est pas habité, il n'y a pas d'éthique. Et je suis très très étonné de mes confrères, que j'aime beaucoup, médecins, qui oublient que le corps est habité. Le soma, c'est un cadavre. Quel intérêt ça? Bon, c'est de la biologie, ça peut être intéressant. La psyché toute seule, comme on le fait des fois en psychologie clinique ou en psychanalyse, quel intérêt ça? Ça n'existe pas la psychologie toute seule. J'ai jamais vu un psy tout seul. Ce que je vois toujours, c'est la chair. C'est-à-dire une psyché, en grec ça veut dire psychikon, c'est l'âme qui habite le corps. Et là j'ai un être vivant. Il y a des interactions entre l'environnement, le corps, ce que pense cet être vivant, ce qu'il y a à l'intérieur de lui, au niveau inconscient, au niveau des vies successives, etc. Et là, je me rends compte que cette complexité, elle peut être très vite mise en travail par deux énergies qui sont la liberté et l'amour. Dès que je suis avec un patient et que ce patient cesse d'être un patient, donc un souffrant, c'est ça que ça veut dire, et qu'on est lui et moi, tranquillement, et que lui et moi, dans un cadre défini, on peut se parler, logos, logizomai, il y a quelque chose qui peut passer entre nous et qui fait que lui et moi, on devient une seule et même chose. Et cette seule et même chose, c'est l'amour et la liberté. Il y a un psychanalyste anglais qui disait des choses extrêmement bien, qui disait il faut être to be attunement with. Alors c'est un jeu de mots, attunement, ça veut dire révélation avec, et attunement with, être un avec. Et là, quand nos deux psychés sont syntonisés, en symbiose, eh bien, je peux sentir, il peut sentir quelque chose de cette relation. Et là, il y a des choses qui peuvent advenir, qui sont extrêmement belles. Et ça, je dois dire, je l'ai appris grâce à mes amis au Québec, que ce soit Daniel ou Marie, mais je l'ai appris aussi avec les maîtres indiens. J'adore l'Advaita, Nisargadatta Maharaj, j'adore Ramakrishna, j'adore tous ces grands maîtres indiens qui nous disent, j'ai une litanie quand je me réveille tous les jours, et c'est de ma Nisargadatta qui dit, dans le monde des événements, la question arrive, la réponse arrive, tout arrive, rien ne m'arrive, c'est tout. Et à chaque fois en clinique, c'est ça qui me vient. Et je sais que je dois être, je sais que je dois être, et que je ne dois pas exister. Mon moi doit être oublié. Il ne doit pas être là. Parce que mon moi, c'est le commentateur. Il va juger. Il va dire oui, mais ceci, cela, etc. Vous êtes l'auditeur, vous écoutez. Oui, je suis l'auditeur. Mais vous suscitez quand même des questions chez les souffrants pour les aider. Les questions que je suscite, elles ne viennent pas du moi, de mon point de vue. Elles viennent du soi. Alors quelle est la signature de ces questions-là, je ne sais pas. Dans mon cœur à moi, elle s'appelle le Christ. Mais j'appartiens à une culture. Mais ce qui est certain, c'est que pendant 20 ans où j'ai fait ce métier, je n'ai pas vu de mort. Je n'ai vu que des êtres vivants.
À aucun moment j'ai vu un mort. J'ai vu des corps abîmés. J'ai vu des êtres Mais vous les avez déchirés. vus mourir, vous avez vu leur chair mourir. Oui, ils ont pu habiter Et leur dans corps. l'après, les avez-vous rencontrés dans l'après? Ça m'est arrivé. Ouais. Et c'est là où j'ai compris qu'ils n'étaient pas morts. Et c'est la première fois que vous déclarez ça? Oui. En fait, je suis pas très courageux comme garçon. Donc, il y a eu pas mal d'années où je me suis dit, mon brave du doigt, si tu veux écrire des articles scientifiques, va falloir pas dire des bêtises. Ce qui est très vrai. Et puis, la vie faisant, et puis au bout d'un moment, on se dit, mais si je ne dis pas ce que je ressens, si je ne dis pas ce qui est la vérité, quel intérêt? Après, je sais qu'il y a même des amis et des collègues qui vont peut-être dire, mais il dit n'importe quoi, ou il veut se faire mousser, ou il est fou, ou il est... Je prends le risque de ça. C'est pas un gros risque en même temps. Non. Non. C'est une aide parce que parler constamment des EMI, ça nous mène où finalement? Alors, c'était un moment de ma vie extrêmement riche où j'ai aimé. Hein. Oui. J'ai vraiment travaillé ça, j'ai aimé. Et au bout d'un moment, On tourne en rond. c'est le mot, oui. Et on tourne en rond parce qu'en fait, on ne veut pas changer de paradigme. Les EMI, j'adore les gens qui travaillent dessus, que ce soit M. Charbonnier, Mme Barcala ou autres, etc. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment, il faut arrêter de vouloir prouver scientifiquement. La science, c'est pas du café au lait, c'est une méthode. Et pour l'instant, on n'a pas les moyens, ni techniques, ni conceptuels pour comprendre les choses. On les aurait si on suit des gens comme Lascaux, comme Pim van Novel, etc. C'est-à-dire en voulant s'ouvrir à la quantique et en pensant que la mécanique quantique, au niveau des subatomiques, puisse fonctionner de manière analogique au niveau non subatomique, puisse rendre compte des choses. Mais pour l'instant, on ne sait trop rien. Et donc, on a dans le schéma des EMI, vraiment, on tourne en rond. Et ça, voilà, ça ne me satisfait plus. Il faut aller plus loin. Je sais que ce que je dis n'est pas prouvé scientifiquement. On ne peut pas prouver parce que la mort est un mystère. C'est mystique, la mort. Il n'y a pas de science qui peut prouver le mystère de la mort. C'est comme celui de la naissance, d'où on vient, qu'est-ce qui fait qu'on arrive, qu'est-ce qui fait qu'on arrive dans tel pays, dans telle famille, et qu'on s'incarne d'une façon en santé, ou mal, ou malade, ou je ne sais pas. On tente, je pense qu'à essayer de mesurer, on perd l'essentiel du sacré de la vie. Alors, ça, c'est une question qu'on a souvent avec des amis en psychologie sociale de la santé, ce qui n'est pas faux. L'usage des statistiques. On sait d'un point de vue clinique que le terme statistique, c'est un terme qui renvoie à quelque chose de bizarre. Par exemple, dans la Bible, on interdit le recensement. On le voit avec la naissance du Christ dans les évangiles. On nous dit qu'il n'y a pas de recensement. Parce que le recensement, c'est des stats et c'est contraire à Dieu. En même temps, la science statistique, c'est une science de pronostic. Le problème, c'est qu'on oublie ça dans notre civilisation. C'est juste des pronostics. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a ceci à 50% d'eux, on va prendre un exemple tout bête, quand je fume, j'ai 50% de risque d'avoir le cancer du poumon ou un cancer ORL, c'est un facteur de risque. C'est pas le fait que je vais l'avoir. Et le problème, c'est que dans le langage vulgaire qu'on a tous, et bien maintenant, quand on dit c'est scientifique, ça veut dire que c'est vrai. C'est-à-dire que la science est devenue une religion. Ouais, ça a remplacé la religion. Ça, Jacques Lacan nous l'avait dit. La science fonctionne comme la religion, c'est une dogma. Et donc il faut revenir à quelque chose de mystique, comme tu le disais, c'est-à-dire quelque chose qui nous fonde réellement. Et quand il y a quelque chose qui nous fonde réellement, on est obligé d'utiliser l'intuition. Ce que Bion appelait to intuit, c'est-à-dire quelque chose qui nous bouleverse à l'intérieur, mais il n'y a personne du dehors pour dire c'est vrai. Et là, ça nous place dans des choses qui sont essentielles.
Mais l'essence, c'est pas l'existence. Et c'est à nous de travailler pour aller jusqu'à l'essence. Et dans votre livre, qu'est-ce que vous racontez? Oh, dans mon livre, je raconte, vraiment je raconte des histoires de vie, parce que c'est ce que je trouve le plus vrai, le plus fort. Je raconte l'histoire de Lucille, je raconte l'histoire d'Esmeralda, une dame. C'est très touchant parce que je l'ai lu. Une dame qui est passée par l'Orient, qui revient, etc. Je raconte l'histoire d'Arthur, qui était un homme très cultivé, très très beau, et qui a appartenu à des cercles discrets comme la franc-maçonnerie, etc. Et ces histoires de vie, ou de Jean-Pierre ou autres. Et puis, entre les chapitres d'histoire de vie, je mets 10 pages d'une petite réflexion qu'on peut avoir ensemble sur la question de la passion, la question de la connaissance, la question de qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur cette terre. L'idée de ce livre, c'est vraiment de partager la clinique au plus près. C'est la première fois de ma vie où j'ai pas enlevé ce qui n'était pas convenable. Les autres temps, j'ai enlevé ce qui n'était pas convenable. Et vous rapprochez de l'humain, tu fais, je peux te dire aussi, tu fais moins de psychologie, tu t'adresses au grand lectorat, tu ne t'adresses pas simplement à des collègues pour des articles scientifiques. J'ai cessé d'avoir peur. Je pense qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai cessé d'avoir peur. Avant, je me cachais. Un tel a dit que, donc plus personne ne pouvait lire le truc. Mais bon, au moins j'avais un nom, tu dois. Mais à l'heure actuelle... Mais tu l'as toujours. J'ai toujours ce nom-là et je veux partager ce que les gens m'ont donné. Ouais, je pense que oui. Et ce qu'ils m'ont donné, c'est quelque chose qui me touche, que ça soit Lucille, que ça soit Esmeralda, tous, ils sont à l'intérieur de moi. Ils ont témoigné pour que tu avances. En plus, ils m'ont demandé, c'est canaille. Ils m'ont demandé parce qu'ils me connaissent. Et je pensais que je ne pouvais pas partir de cette terre sans dire ce que j'avais vécu. C'est bête. Hein. J'en avais marre de pas mentir. Non, c'est pas bête. J'en avais marre de me cacher derrière des choses. C'est plutôt une marque d'intelligence et de cœur. J'avais juste envie de dire ça. Et puis des gens autour de moi m'ont poussé à le faire. Des grands amis, comme Daniel, Marie, Eliane et bien d'autres. Mon épouse, qui, je pense, tous les jours me dit « Arrête d'intellectualiser, tu me fatigues ». Je pense qu'il faut intellectualiser parce qu'on en a besoin au niveau de la science. Mais qu'il ne faut pas devenir autre chose que humain. Et ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est de pouvoir écrire des choses toutes bêtes, mais des choses que j'avais vécues. Pas bête, belle. Toutes belles alors. Alors c'est un livre vraiment à connaître parce que vraiment tu te dévoiles. C'est vraiment une mise à nu, mais c'est une mise en avant. Et j'espère que d'autres te suivront dans ce mouvement d'ouverture et d'audace, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que le chemin d'ouverture, parce que la mort, ça ne se mesure pas. Écoute, je le souhaite pleinement. Je suis responsable d'une unité où il y a des gens comme David Marie, comme Claire Vital, comme Lionel Dany, comme Laura Pella, qui sont des gens qui vraiment vont suivre, qui ont une ouverture de cœur, qui comprennent, qui passent leur thèse ou qui sont déjà largement thésés. Lionel Dany est déjà professeur, et qui vraiment... Oui, ça va entraîner un mouvement qui, j'espère, conscientisera beaucoup plus sur la mort. Et c'est pour le bien de chaque humain, parce que l'âme, on ne peut pas la nier. On est une âme. On est une âme. Donc, la porte à franchir, témoignage d'un passeur avec Dr Éric Dudois. Avec tous les remerciements que j'ai pour Daniel et Marie. Merci. Le roi.